Transfert d'embryon, les 3 erreurs courantes à éviter. Dans ces 3 conseils, nous parlerons de la détox, des conseils courants inadaptés et également du repos. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Goodman et je suis la cofondatrice de Fertiline. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter. Si vous avez des questions sur nos solutions ou la manière dont nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec l'une de nos ambassadrices. En vue d'un transfert d'embryon, détoxifier le corps, détoxifier le foie, détoxifier les reins n'est absolument pas conseillé, ou en tout cas ne l'est absolument pas sur tous les profils. Et pourtant, on le voit encore pas mal de fois et on voit parfois aussi ce conseil sur les réseaux sociaux. Alors, si vous détoxifiez votre corps avant de réaliser un transfert d'embryon, on peut avoir l'impression que cela va être bénéfique parce qu'on va transférer un embryon sur un corps tout propre, mais on va aussi drainer des hormones, on va pousser notre foie à métaboliser, éliminer, drainer justement des hormones et notre équilibre hormonal va être remis à neuf et notre système hormonal va devoir se rééquilibrer à nouveau et nous allons repartir sur un statut hormonal beaucoup plus bas. Donc dépendant de notre profil, il ne faut pas détoxifier en vue d'un transfert, sauf si, par exemple, si vous avez une hyperstimulation et que vous devez transférer le cycle suivant, ce sera peut-être pertinent de détoxifier, mais encore une fois, cela dépendra de votre taux d'œstrogène en début du cycle de transfert. Donc en tout cas, jamais et absolument jamais de détox automatique en vue d'un transfert. Le deuxième point, c'est 2 conseils complètement anarchiques qu'on voit souvent aussi en vue d'un transfert. Le premier conseil, c'est une tisane qui est la tisane de feuilles de framboisier. Et très souvent, on voit des conseils de tisane de feuilles de framboisier sur un cycle de transfert pour augmenter par exemple la pousse de l'endomètre. Ça peut être intéressant dans certains cas, notamment dans une insuffisance ovarienne avec un endomètre qui ne pousse pas, mais dans la majorité des cas où on va avoir un transfert, il ne faut pas suivre ce conseil, absolument pas, puisque la tisane de framboisier est pro-œstrogénique, elle est œstrogène-like, elle va augmenter la quantité de production de nos propres œstrogènes et ce qui peut déséquilibrer notre équilibre œstro-progestatif qui est un équilibre absolument important pour le transfert, pour l'implantation et pour l'évolution d'une grossesse. Donc attention, ce conseil-là, dans la majorité des cas, il ne faudra pas le suivre, sauf si vous avez une insuffisance ovarienne importante avec un manque d'œstrogène prouvé et un vrai déséquilibre au niveau des œstrogènes et que ce déséquilibre ne crée pas de déséquilibre au niveau de la progestérone parce qu'en réalité, si vous faites monter vos œstrogènes parce qu'ils sont bas mais que vous faites pas monter votre progestérone en même temps, on va se retrouver aussi avec un contexte déséquilibré. Donc effectivement, parfois, il va nous arriver de conseiller la tisane de feuilles de framboisier, mais c'est très rare et c'est vraiment dans des contextes très particuliers et on ne doit pas en faire un conseil général. Le deuxième conseil anarchique que je retrouve en termes de transfert, et moi ça me fait hurler ce conseil, c'est de boire du jus d'ananas avant le transfert. Alors, en fait, ce conseil est basé sur une étude qui a été réalisée sur un élément qui s'appelle la bromélaïne. Et cet élément, en fait, qu'on trouve effectivement dans l'ananas, est un puissant antioxydant, est une molécule phénolique qui, comme toutes les molécules phénoliques, va en fait activer la circulation sanguine au niveau de l'endomètre et puis dans le corps en général. Et donc, il a été plus ou moins démontré, c'est une petite étude quand même, que cette bromélaïne pourrait améliorer le contexte de transfert et elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires comme la plupart des polyphénols en fait, comme le resveratrol, comme tous les caroténoïdes, en fait, comme tous les polyphénols qu'on va trouver finalement dans l'alimentation. Mais par contre, le problème, c'est que du coup, il y a eu un effet transverse comme ça où on s'est dit, ben, tiens, l'aliment le plus riche en bromélaïne, c'est l'ananas. Donc, si on mangeait et si on buvait de l'ananas avant les transferts, ce serait peut-être bien, sauf qu'on a oublié 2 choses. L'ananas est un fruit hyper concentré en glucides et si vous buvez toute la journée du jus d'ananas en vue de votre transfert, vous allez faire exploser votre taux de sucre, vous allez faire exploser votre taux d'œstrogène et vous allez créer du déséquilibre œstro-progestatif, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances derrière que l'implantation se fasse. Deuxième élément, l'ananas est un des fruits les plus riches en histamine. Histamine, molécule pro-inflammatoire. Donc, en vue d'un transfert, on évite de créer de l'inflammation parce que déjà, le début de la grossesse repose sur un petit processus inflammatoire et c'est ce petit processus inflammatoire qui va amener l'immunité à venir regarder ce qui se passe et qui va amener à la fois des branches agressives, à la fois des branches protectrices et ces branches vont dialoguer entre elles et on ne veut pas les amener de façon excessive. Et si on crée une inflammation excessive, l'immunité va arriver là en mode combative et donc du coup on risque d'avoir un vrai problème. Donc l'ananas,
c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée puisque c'est trop sucré. Ça va augmenter vos oestrogènes, créer du déséquilibre hormonal. C'est une très mauvaise idée puisque c'est trop histaminique. Et ça va mettre le feu, justement, à votre terrain d'implantation. Donc, non. Pas de tisane de framboisier de façon systématique. Pas de jus d'ananas avant un transfert. La troisième erreur courante après un transfert, et ça on a beau le répéter, l'erreur se répète aussi, c'est le repos total. On voit beaucoup de femmes qui ont de l'anxiété après leur transfert et qui n'osent plus rien faire, qui vont finalement rester 3 jours, 4 jours, une semaine allongées au lit en bougeant le moins possible, en faisant le moins d'activités possible, en évitant d'aller marcher, en évitant d'aller dehors pour justement limiter les risques que l'embryon se décroche, et ça c'est purement théorique, puisque en réalité, si vous ne bougez pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Votre système vasculaire aussi va se mettre au repos, et si vous ne marchez pas, vous ne tapez pas les pieds sur le sol, et ben finalement, votre sang va affluer beaucoup moins vers votre utérus et va beaucoup moins aller irriguer votre endomètre. Alors que ce qu'on veut dans une grossesse, et surtout au moment de l'implantation, c'est d'avoir un endomètre qui soit hyper irrigué, qui soit là imbibé de sang, imbibé de nutriments, et qui puisse pouvoir amener tous les nutriments nécessaires à cet embryon qui est en cours d'implantation. Et pour que l'endomètre puisse le faire, eh bien, il faut que le sang aille jusqu'à l'utérus, aille jusqu'à votre endomètre, et pour ça, il faut bouger. Alors, je vous dis pas d'aller courir un marathon, je vous dis même pas d'aller courir. D'ailleurs, on va bien évidemment éviter les activités traumatiques qui vont justement faire taper comme ça l'utérus et créer, par exemple, des lésions ou effectivement peut-être créer un décrochage de l'embryon. Mais par contre, marcher, nager, marcher dans l'eau, faire du vélo, alors raisonnablement, je vous dis pas d'aller faire du VTT, mais faire du vélo raisonnablement, faire du yoga de la fertilité, et surtout être active à la maison, aller vous balader en nature, prendre l'air, surélever les jambes le soir. Ce sera vraiment ça, les attitudes qui vont être favorables à la vascularisation de votre endomètre. Donc surtout pas de repos total. Une fois que vous avez fait votre transfert, bougez raisonnablement, bougez comme d'habitude et vascularisez cet endomètre. Et Virginie, petit quid, parce qu'on nous pose souvent la question, qu'en est-il des rapports après un transfert? Alors ça, c'est une très bonne question, et d'ailleurs, j'ai hésité à l'aborder comme ça automatiquement, mais c'est très bien que tu la poses parce que, en fait, les rapports après un transfert, dans l'immense majorité des cas, sont bénéfiques. Donc, sauf indication contraire de votre médecin, il est plutôt favorable d'avoir des rapports après un transfert. Pourquoi? Et ça, c'est c'est un phénomène assez curieux, mais en fait, le liquide séminal, c'est-à-dire le liquide dans lequel les spermatozoïdes nagent, a un effet de modulation immunitaire de l'immunité de l'endomètre. C'est-à-dire que le liquide séminal va donner un signal à l'immunité de l'endomètre qui va devenir beaucoup plus tolérante en fait à l'implantation de l'embryon, et donc le fait d'avoir des rapports après un transfert, eh bien là ce sera vraiment promoteur d'une meilleure implantation, sauf si effectivement il y a une infection du sperme ou s'il y a une contre-indication médicale claire. Mais dans la majorité des cas, ce qui est scientifiquement prouvé, c'est que le liquide séminal module justement l'immunité endométriale. Par contre, ça ce n'est valable que si l'embryon est issu du même sperme que l'homme avec qui on a un rapport. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas si il y a un don de sperme. S'il y a un don de sperme. Donc ça, c'est effectivement, la seule limite de cette indication, de ce conseil. Mais effectivement, c'est important de le savoir. On va plutôt favoriser les rapports post-transfert. Et justement, tous les conseils que tu as donnés, est-ce que ça vaut pour tous les types de transferts? Parce qu'on a vu dans d'autres vidéos, on peut avoir des transferts sur cycle substitué, sur cycle naturel. Donc les conseils que tu as donnés, est-ce que ça vaut pour tous les types de transferts? Oui, ça vaut absolument sur tous les modes de transfert, notamment le repos total, qu'on soit sur un transfert sur cycle substitué ou sur cycle naturel. De toute façon, ça, effectivement, c'est valable. Par contre, les conseils, effectivement, sur le jus d'ananas et puis finalement la tisane de feuilles de framboisier, ce sera beaucoup plus impactant sur un cycle naturel que sur un cycle artificiel, mais c'est valable quand même sur les deux cycles. Et la détox, on ne la fait jamais, qu'on soit en cycle naturel ou en cycle artificiel, parce qu'on va modifier en fait l'équilibre hormonal quoi qu'il en soit. D'ailleurs, on a une capsule là-dessus sur justement la différence entre cycle naturel, cycle artificiel et qu'est-ce qu'il faut promouvoir dans telle ou telle situation, et je vous conseille d'aller la voir.